mais c'est bien connu. Plus c'est gros, mieux c'est. Mais pas du tout. Mon engin, il fait tout à fait l'affaire. Avec vos 35 cm, vous pouvez pas faire grand chose. Avouez que là vous doutez qu'on parlait de télescope. Eh bien, je vais m'amuser à continuer à mettre un petit doute. Si je vous dis que rien qu'avec les télescopes que vous achetez dans le commerce, vous pouvez détecter et faire la découverte de nouvelles terres. Eh oui, c'est ce que nous allons voir. Alors, lançons la vidéo. Déjà, qu'est-ce qu'une exoplanète? C'est une planète qui est à l'extérieur du système solaire. Pendant longtemps, on pensait que c'était un mythe, que tout simplement, ça n'était pas possible. Mais cette idée, elle commence à immerger au XVIe siècle environ, notamment avec Giordano Bruno. Ça devait pas plaire à l'église. Ah ça, c'est sûr. Mais un truc intéressant à noter. Pour lui, l'existence des exoplanètes, ça n'allait pas contre la religion, et ça n'allait pas contre l'existence de Dieu. Lui pensait que Dieu avait un pouvoir infini. Vers l'infini et au-delà. Donc pourquoi il aurait limité sa création à juste notre planète? Mais quel est le problème avec ces exoplanètes? Elles n'émettent que très peu de lumière. Donc de nombreuses fois on a cru en détecter, et non, c'était une erreur. Et il a fallu attendre 1990 pour qu'on en découvre la première. Ce type... Yes, pas besoin de dire son nom, j'aurais galéré. Il découvre la première exoplanète qui gravite autour d'une pulsar, et ce, grâce au télescope d'Arecibo. Puis deuxième Big Bang en 1995 avec Michel Mayor et Didier Queloz. Je rêve ou j'ai dit Queloz? Michel Mayor et Didier Queloz ont découvert la première exoplanète qui tournait autour d'une étoile similaire au Soleil. Ils ont d'ailleurs obtenu un prix Nobel en octobre 2019. Là, je ne sais pas si vous vous rendez compte de la révolution. En montrant l'existence possible d'une exoplanète, une seule, finalement, on passe du mythe à quelque chose de réel. Et donc ça a permis d'imaginer un nombre infini d'exoplanètes. Vers l'infini. Et avant, on s'en fichait un peu des exoplanètes puisqu'on ne savait même pas si elles existaient. Mais depuis ces découvertes, c'est devenu un objet de recherche majeur. Au 1er décembre 2020, on était à 4379 exoplanètes qui avaient été confirmées. Ouais, c'est déjà une belle progression. Mais attendez, c'est pas fini. Et c'est pas fini. En utilisant ces résultats, on peut estimer qu'il existerait au moins 100 milliards de planètes rien que dans notre galaxie. On va voir de quoi s'amuser un bon moment. Des nouveaux télescopes de pointe sont développés juste pour les rechercher. Mais ce qui m'a bluffé, c'est que d'un côté, on a des outils de plus en plus élaborés pour la recherche de ces exoplanètes, et de l'autre côté, on a les amateurs qui, avec leurs petits télescopes, ils arrivent aussi à en découvrir. En 2004, un amateur belge utilise un télescope de seulement 35 cm. Oui, le genre de télescope que vous offrez à vos enfants. Et grâce à ce télescope, il découvre l'exoplanète TRES 1b. Comme quoi, même quand c'est petit, ça peut être efficace. Cette phrase peut être mal interprétée. Mais quel est le plus gros grossissement qu'on peut réussir à obtenir? Oula, celle-là c'est pas mieux. Pour obtenir le meilleur grossissement, on peut utiliser un télescope naturel. Ouais, naturel. Vous allez comprendre. Les lentilles gravitationnelles. Alors je sais pas vous, mais quand j'entends lentilles gravitationnelles, autant lentilles ça me rassure parce que je connais. Mais le fait de rajouter gravitationnel, là ça me donne envie de partir en courant. Alors commençons à parler des lentilles. Vous vous rappelez de ce magnifique schéma du lycée? Mais vous inquiétez pas, on va la faire courte. Si je me mets ici, les rayons ils convergent sur l'écran et du coup l'image est nette. Mais c'est pas toujours le cas. Allez, rajoutons la notion gravitationnelle. Finalement notre point A, ça représente une étoile ou une planète. Sauf que dans les lentilles gravitationnelles, on remplace la lentille par un objet très massif, par exemple une galaxie. Et la lumière, elle est déviée comme si on avait une lentille. T'aurais pas pu juste dire ça au lieu de nous expliquer tout le fonctionnement d'une lentille? Eh bien non, car on aurait loupé le plus intéressant. Si on ne bouge pas notre lentille et qu'on ne bouge pas la Terre, en fonction d'où se situe la planète, la lentille, elle va être efficace ou non. Et regardez ce qui se passe si on rapproche l'objet qu'on veut observer.
Regardez le rayon vert et le rayon bleu. Il s'agit du même objet à l'origine. Mais pourtant, on a l'impression qu'il y en a deux. Parfois, ça permet de zoomer sur un objet, et parfois, ça donne l'illusion de voir deux objets. Et ton truc, ça se vérifie? Ok oui. Et sa démonstration, franchement, ça en jette. Il y a une grosse différence entre les lentilles classiques et les lentilles gravitationnelles. Si vous voulez observer un objet qui est loin, vous mettez une lentille, les rayons vont converger, et ainsi vous obtenez comme une espèce de zoom. Sauf que les lentilles gravitationnelles, elles n'utilisent pas des lentilles, mais des planètes ou des galaxies. Et ceux-ci sont pas transparents. Il y a mon chat derrière moi. Si j'étais une lentille, ça permettrait de zoomer sur mon chat. La lumière qui émet mon chat, elle ne peut pas vous parvenir, elle m'arrive dans le dos. Pourtant, là aussi, on va obtenir un zoom. Mais qu'est-ce qui va se passer? La lumière sur ma droite et sur ma gauche, elle devrait partir et faire un cône, et donc ne pas s'approcher de vous. Mais du fait de ma présence, les rayons vont passer sur les côtés, être déviés et se focaliser vers vous. Et malgré le fait que le chat il soit dans mon dos, il apparaît. En 1919 survient le premier test expérimental de cette théorie. Arthur Eddington observe une étoile qui est située derrière le Soleil. Derrière le Soleil. Mais comment il fait? Il observe cette étoile durant une éclipse. Mais comment obtenir des télescopes plus performants? Le but, c'est toujours le même. Récupérer les ondes qui nous viennent des exoplanètes, de concentrer ces ondes grâce à des miroirs, et d'analyser le tout. Plus le télescope est large, plus on récupère de la lumière. Et on est capable de créer un télescope de la taille de la Terre. What the fuck? En fait, on connecte les informations de plusieurs télescopes qui sont répartis à différents endroits sur Terre. Et ce réseau de télescopes qui travaillent ensemble, on en avait déjà parlé dans une autre vidéo. Il s'agit de l'Event Horizon Telescope. Mais le mieux, ça serait de construire un télescope en forme de sphère. Imaginez une boule de verre. La lumière, elle rentre dedans, elle rebondit, si bien qu'elle est amplifiée. Et si vous mettez un télescope au centre de cette boule, eh bien là, il recevrait énormément d'informations et on aurait une image de très bonne qualité. Et ce télescope géant, il s'appellerait l'Exo-Earth Imager. C'est un projet dont le but serait de créer une sphère avec seulement 10 000 miroirs de 3 mètres chacun de diamètre. La taille, 400 km de diamètre. Ah ouais, là ça en jette. On parle quand même de la distance Paris-Lyon, pour vous donner une idée. Et au centre de cette sphère se trouve un télescope pour collecter les données. C'est ce qu'on appelle un hypertélescope dilué. Pourquoi dilué? Car en fait c'est plein de petits miroirs. Et pourquoi hyper? Ah ça je sais, c'est encore le jeu de celui qui a la plus... Oh, t'as fini. On a compris que même avec un petit engin, on pourrait faire des grandes découvertes. Mais concernant l'Exo-Earth Imager, alors, le principal problème, évidemment, c'est son prix. Plusieurs dizaines de milliers d'euros. Mais le résultat serait spectaculaire. Il pourrait grossir plus de 100 millions de fois les images obtenues. C'est bien que vous voyez les images d'artistes qu'on nous met dans les médias, à chaque fois qu'ils sont recolorisés derrière. Et bien là, l'image serait si nette qu'on non seulement on n'aurait pas besoin de recoloriser, mais qu'en plus, on verrait les massifs, les continents, et même les changements de saison sur cette planète. Bon, ce projet, il est fou. Il est fou, Afelou, il est fou. Mais pourquoi je vous parle de celui-ci parmi tant d'autres qui existent? Déjà, parce que je le trouve incroyable, c'est ma vidéo, je fais ce que je veux. Mais la principale raison, certes, il est extrêmement coûteux, mais pour certains, ils imaginent que dans le futur, on sera obligé de passer par la construction de ce télescope. La véritable question, qui c'est qui a la plus grande... Donc, je disais, la véritable question, c'est pas de savoir si ce projet se fera, mais c'est de savoir quand il va être fait. Pour terminer cette vidéo, je voudrais vous parler d'un télescope extrêmement célèbre, le télescope d'Arecibo. Ce télescope, il est tout simplement mythique. C'est lui qui a fait la découverte de la première exoplanète, on en a parlé tout à l'heure. Il est apparu dans des James Bond,
C'est ce télescope qui a envoyé un message à destination d'une vie extraterrestre. On parle d'un télescope de 305 mètres de diamètre quand même. Mais suite à des problèmes techniques, la structure a lâché et le télescope va être démonté. Mais pourquoi je vous parle de ce télescope d'Arecibo pour terminer ma vidéo? Bah, en concluant comme ça, on peut dire que j'ai fait un arrêt si beau.